Salutations spéciales, messieurs et dames, bienvenue à cette émission Angle Saillant sur Ecopolis Télévision. Vous nous suivez de partout dans la province du Congo central. Vous êtes en dehors de la ville de Matadi via les réseaux sociaux, notamment YouTube et Facebook. Nous vous saluons et merci de bien vouloir nous recevoir chez vous à la maison. Comme vous le constatez, cette émission est présentée par votre humble serviteur Glodino Loukanou, et pour votre bonheur, je vais devoir vous présenter les trois thématiques que nous allons devoir aborder aujourd'hui. Nous allons vous parler d'abord sur le dialogue, sur le dialogue en République démocratique du Congo, dialogue ou pas. Et ensuite, nous allons rentrer en province pour vous parler du dossier Stade Lumumba. En matière des infrastructures sportives, le stade de Patrice Emery Lumumba est le plus vieux chantier de la République démocratique du Congo. Qu'en est-il jusqu'à ces jours? Mais aussi, nous aborderons du gouvernement Bilolo, de qu'est-ce que la population du Congo central peut attendre de ce gouvernement Bilolo, est-ce que c'était nécessaire de pouvoir procéder ainsi après une année? Si oui, le pourquoi, sinon le pourquoi. Toutes ces questions, c'est avec mes deux invités qui vont devoir réfléchir autour de ces sujets. À ma droite, nous avons le médecin, docteur Jonas Landou. Il est médecin et analyste politique. Nous disons bonjour et merci d'être venu. Bonjour, monsieur Glodino. Et à ma gauche, nous avons ingénieur Yves Paula. Il est au cadre de l'INC Congo central et analyste politique. Ingénieur Yves, merci d'être venu et je vous salue. Merci beaucoup. Je profite aussi de l'occasion pour saluer tous les cadres et membres du parti de l'INC à travers la province et de vous saluer vous aussi et les téléspectateurs qui nous suivent à la maison. Voilà, merci beaucoup. Je prends Monsieur Jonas Landou. Déjà, avec les dialogues, il y a l'Église catholique dans la commission Pacte social pour la paix et qui veulent à tout prix avoir un dialogue au Congo. Ils ont débuté le démarche. Ils ont débuté d'abord avec le président de la République, Moïse Katumbi, les casquettes politiques du pays. Ils sont allés même dans certains pays hors la République démocratique du Congo, rien que pour rechercher la paix en République démocratique du Congo par une voie de dialogue. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup, Glodino, de m'avoir cédé votre micro. Je salue également mon co-débatteur qui est à côté, un ami que je connais bien, un garçon très brillant. Je voudrais tout simplement dire que le dialogue n'est pas une mauvaise chose. Mais il faudra connaître les tenants et les aboutissants de ces dialogues. Quid le résultat attendu de ces dialogues? Parce que nous déjà, en tant que Bénin Congo, que d'autres aiment dire Né Congo, que moi je ne connais pas, étant Bénin Congo, j'ai toujours compris que nous sommes ancrés à partir de nos racines pivotantes. Nous aimons le dialogue. À bâton rompu, des échanges, l'arbre à palabre. Mais je reviens à votre question. Lorsque les évêques et tout le monde là sont en train de chercher la paix, est-ce réellement l'aboutissant, c'est réellement une paix durable qu'ils sont en train de rechercher ou les intérêts personnels? C'est là le problème. Comment ça, les intérêts personnels? Non. C'est-à-dire, on se retrouve à trois, par exemple, tel que nous sommes là. Nous disons, nous devons dialoguer pour que la paix revienne au pays. Ça, c'est de manière générale. Mais particulièrement, non, écoutez, lorsque nous allons devoir finir, nous avons des quotas séparés, tel, nous nous devons donner. Non, c'est là où moi, personnellement, je suis en train de fustiger les comportements. Il faudrait que chacun donne un son de cloche à l'unanimité et citer pour ce qui est de l'intérêt du maintien de la paix. Parce que la paix a un prix. Je ne voudrais pas dire que le dialogue est mauvais. Le dialogue n'est pas mauvais. Mais je m'attends à des résultats escomptés qui amèneraient le pays à une paix exactement durable, continuellement durable et qui se maintiendrait le plus longtemps possible. Le pacte social pour la paix, d'après vous, s'il faudrait envisager des intérêts, quels sont les intérêts qu'ils envisagent? Bon, les intérêts sont d'ordre, ça prend pratiquement plusieurs croisées de chemin. Lorsqu'on arrive devant un carrefour,
Le carrefour sert à desservir plusieurs voies. Alors, s'il faudrait que je les étaye ici, lorsque vous participez à une action, mais in fine, vous attendez quelque chose qui ne va satisfaire que votre propre intérêt, pas l'intérêt général, là ça devient un problème. Mais au cours du débat, je pense qu'on va devoir les étayer, on va étaler. Merci beaucoup, Monsieur Yves Paula. Comment trouvez-vous cette idée d'un dialogue? En tout cas, les langues se lèvent presque de partout pour un dialogue en République démocratique du Congo. Qu'en pensez-vous? Oui, merci beaucoup pour la question. Nous ici au Congo, d'abord le Congo, nous sommes ici du dialogue en tant que Congo ou en tant que Congolais. Pour preuve, en 2004 ou 2005, le pays était divisé en plusieurs compartiments. C'est grâce au dialogue de Sun City que nous avons essayé de coller les morceaux. Le dialogue, c'est une bonne chose. Mais dialoguer avec qui? C'est ça la grande question. Dialoguer pourquoi? C'est ça le problème. Parce que, écoutez... Mais le pays est en crise. Le pays est en crise, oui, causé par qui? Si nous acceptons d'aller dialoguer avec n'importe qui, je vous assure, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui, nous dialoguons avec tel camp, et après, les autres viendront, nous aussi nous faisons la guerre contre la République pour qu'on dialogue encore. Non, si nous voulons dialoguer, il faut savoir, nous voulons dialoguer pourquoi. Le chef de l'État était clair. Toute initiative liée au dialogue doit provenir de lui. Parce que c'est lui l'autorité du pays. C'est lui le garant de la nation. Le dialogue en ordre dispersé, ça nous amènera nulle part. Surtout le dialogue à base d'intérêt, parce que nous savons comment nos politiciens congolais se comportent. À la fin, nous allons constituer, nous allons faire un gouvernement d'union nationale où vous verrez ces gens qui ont tué les Congolais venir nous gérer aussi. Non, nous voulons qu'il y ait dialogue, mais un dialogue sévère, un dialogue strict, un dialogue avec les gens qui aiment le Congo, avec les gens qui n'ont pas partisé avec des diables pour nous assassiner, nous, pour tuer la population congolaise, et puis après venir réclamer le dialogue. Là, nous irons jusqu'où? De dialogue en dialogue, de dialogue en dialogue, nous irons jusqu'où? Nous voulons qu'il y ait dialogue, certes, mais que ce soit sous forme d'un dialogue où il y aura que les gens qui aiment le Congo pour l'avancement du pays. Je reviendrai à vous sur le proposition. Comment voudrez-vous que ce dialogue soit effectué? Docteur Jonas, il y a le chef de l'État au cours du deuxième congrès de l'Union sacrée de la nation à Kinshasa tenu le samedi dernier. Il a dit qu'il est d'accord, oui, pour le dialogue, mais entre Congolais, pas avec médiation ou sous médiation des autres qui ne sont pas congolais. Mais là également dit, pas avec ceux-là qui veulent prendre les armes, seulement pour venir tuer le Congolais et après demander le dialogue. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, le chef de l'État est poré. Il est poré, très cosmopolite. Il a ses mains tendues. Il demande à tout le monde de venir, que ce soit un accord ou un dialogue inclusif. Mais néanmoins, comme l'a dit mon co-débatteur, mon ami avec qui nous partageons, il dit, mais qui est-ce? C'est lui-là qui doit faire partie de ce dialogue. Vous voyez aujourd'hui comment on est en train de massacrer nos frères et sœurs, même des petits-enfants. Vous le voyez à travers les réseaux sociaux. Mais non, mais c'est quelle cruauté, mon cher. C'est cruel. Maintenant, ces mêmes personnes vont venir s'agripper à ces dialogues pour partir. Donc, c'est comme ça que le chef de l'État était clair. Il a donné les tableaux de bord. Il faut que ce soit le dialogue entre les Congolais, les nationalistes, et éventuellement pas des personnes inféodées à une pratique étrangère, à des théories étrangères pour venir. Vous êtes inféodé, vous amenez vos théories. Mais à ce point-là, oui. Vous faites allusion à qui? Vous faites allusion à qui? Même le chef de l'État faisait allusion à qui? Non, mais il y a des gens qui doivent participer en tant que Congolais. Mais lorsque vous avez les mains souillées... Ils sont inféodés. Mais inféodés. C'est-à-dire, lorsque vous avez vos oreilles penchées à la théorie extérieure et que ce sont eux qui doivent vous donner les dictats, ils vous englobent leurs pensées pour que vous veniez à travers le dialogue pour commencer maintenant à inoculer ce venin de Cobraïdé, eh bien ça ne sera pas pris en compte. Le chef de l'État a dit, noir sur blanc. Il a même dit qu'il ne voudrait pas qu'on ait des dictats de pays voisins. Bien sûr, parce que c'est un problème national. Nous sommes un parti État. Nous devons traiter de nos affaires entre nous. Traiter de nos affaires entre nous. Alors, ingénieur Yves Paula, d'après vous, comment doit se faire ce dialogue? S'il faut aller au dialogue, est-ce que c'est important maintenant là, d'après vous? Et s'il faut aller, comment ça doit se faire?
Oui, j'aimerais rebondir par rapport à ce que mon co-débatteur a dit. Les gens qui sont inféodés, ces gens-là sont connus. Allez à l'est de la République, vous allez voir, il y a un groupe armé où ce groupe armé est en train de massacrer la population congolaise. Il y a eu plus de 10 000 morts à Goma. À Bukavu, n'en parlons pas. Maintenant, vous savez qu'à Uvira, c'est compliqué, tout cela, il y a des tueries, tout cela. Il y a un rapport des Nations Unies qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, où on nous dit plus de 170 personnes ont été tuées, massacrées, femmes et enfants. Toujours à l'est de la République, on recrute des jeunes par force pour aller faire de l'armée. Alors ces gens-là sont connus. Et la population congolaise connaît tous ces gens-là. Pas Kabila, un dialogue en RDC. Ces gens-là sont connus. Sans Corneille. Ces gens-là sont connus, sont à l'est. Sans Roland. Écoutez, ces gens-là sont connus, sont à l'est de la République. Nous savons, les Nations Unies ont été claires que ce groupe-là est soutenu par un pays voisin. Ils ont été clairs. Les forces spéciales de ces pays voisins-là est entrées au Congo, au vu aussi de tout le monde, pour massacrer la population congolaise. Nous savons ces gens-là. Alors vous voulez que non, les gens qui ont les mains souillées, les mains remplies de sang, qu'ils viennent dialoguer avec nous, et après vous allez vous rendre compte que tel est devenu ministre, l'autre est devenu premier ministre. Non. Et pour la majorité de ces gens-là sont déjà condamnés. Hein. Alors il faut encore revenir à la justice, à moins que le président de la République se décide aujourd'hui qu'il y ait grâce présidentielle. Parce que je sais que la majorité de ces gens-là sont condamnés. Un d'entre eux, le procès en cours. Vous voulez qu'on dialogue avec les fugitifs, avec les prévenus, avec les condamnés. Donc nous attendons les verdicts. Enfin, nous attendons bientôt là. Donc, on ne peut pas aller dialoguer avec eux. Mais les Congolais qui aiment la paix, les Congolais qui veulent le développement du pays, les Congolais qui veulent réellement la paix, nous avons besoin de tous ces gens-là pour qu'on dialogue ensemble, pour voir comment développer le pays. Le pays a suffisamment reculé à cause de ces guerres. Vous savez, ces guerres-là coûtent combien au gouvernement? Le gouvernement dépense combien? Cet argent-là allait nous servir pour construire des routes. Je vous apprends qu'il y a bientôt, le chef de l'État a lancé, comment on appelle ça, l'année agricole, tout ça, j'ai lancé. Cet argent-là allait servir à l'agriculture. Le peuple allait manger à sa faim. Mais cet argent va pour achat des armes, cet argent va pour payer les soldes militaires, cet argent-là va... Non, mais le pays ne fait que reculer. Alors est-ce que nous devons aller dialoguer avec ces gens-là? Et puis ce n'est pas la première fois. Et vous allez vous rendre compte, ces mêmes personnes-là, lorsque nous allons dialoguer, si on dialoguait avec ces gens-là, après un moment, il y aura un petit groupe qui se formerait, venir aussi nous attaquer, alors aussi dialoguer avec eux. Mais nous continuerons à faire... Ça, il était avec le Jean-Pierre Bemba, ils étaient au front comme des rebelles. Mais Jean-Pierre Bemba, c'est un Congolais. C'est ça le problème. Jean-Pierre Bemba, c'est un Congolais. Mais de l'autre, Nanga n'est pas Congolais. De l'autre, Nanga n'est pas seul là-bas. Vous connaissez seul là-bas. Non, mais vous avez dit des gens qui sont à l'Est. Non. Parmi ceux-là qui sont à l'Est, il y a Nanga. Non, je suis conscient qu'il y a aussi des Congolais qui sont là, qui ont partisé avec les diables pour tuer la population congolaise. Là, je suis d'accord avec. Je cite pas les noms. Je suis d'accord avec toi. Mais nous savons que cette force-là est soutenue par l'étranger. Alors nous ne pouvons pas accepter qu'on tue la population comme ça et après nous leur donnons ces primes-là, on va encore dialoguer avec eux. Par rapport à ça là, moi je suis vraiment contre ça. Si on doit dialoguer, on va dialoguer avec l'opposition non armée là. Les Fayoulou sont là, les presse épingués sont là, la société civile. Et là, tout le monde est là. Vaut mieux qu'on dialogue avec eux pour du moins prendre les résolutions, comment libérer notre pays. Voilà, merci beaucoup. Je reviendrai à vous un moment à l'autre. Il y a également le leader de l'église des réveils qui se sont réunis le week-end dernier et estiment qu'il faudrait aller au dialogue. En tout cas, c'est important, très nécessaire pour eux. Mais il faudrait attendre l'issue du processus de Doha et de Washington. Oui, parce que ce qui se passe à l'extérieur international. Et lorsque nous sommes au sein de la nation, je prends par exemple, j'ai suivi même moi à travers les chaînes nationales, un des pasteurs de l'ECC et certains de l'église de réveil, les pasteurs de Dokamba, tout ça. Mais le résultat qui viendra de l'extérieur pourra leur servir de lanterne et d'orientation. Pour qu'ils sachent comment amender, s'il faut amender, ou abolir, ou harmoniser, par rapport à ce qui doit être fait à l'interne. Parce que ne miselez pas le bœuf pendant qu'il est en train de labourer la terre. Il peut trouver un grain de maïs pour se réconforter et avoir de l'énergie pour continuer. Donc, le chef de l'État, l'initiative qu'il prend de pouvoir
faire le dialogue au sein du pays, comme l'a dit mon co-débatteur, il faudra qu'on prenne des Congolais pur sang, des Congolais qui n'ont pas de mains souillées, des Congolais qui ne se sont pas trempés dans toute cette tuerie que nous sommes en train de remarquer au sein de notre République démocratique du Congo. Voilà un peu la pensée. Je reviens à vous, monsieur Yves Paula. Vous soutenez le dialogue. Vous dites qu'il faudrait dialoguer avec les Congolais, les vrais Congolais qui sont Congolais, qui n'ont pas tué déjà. Alors que vous êtes membre de l'INC, pas trop longtemps, Vital Kamerhe avait fait une sortie médiatique manifestant le souhait de pouvoir voir tout Congolais autour d'une même table. Tout Congolais à l'exception des personnes. Vous l'avez suivi avec moi. Écoutez, apparemment, ce que vous avez suivi, c'est autre chose. Le président national Vital Kamerhe dit clairement, nous voulons qu'il y ait un dialogue. Attendez, nous voulons qu'il y ait un dialogue parce que le chef de l'État sera plus fort lorsqu'il est entouré des autres forces politiques à part la majorité parlementaire. C'est ce qu'il lui a dit. C'est-à-dire, autres forces politiques, nous avons la société civile, nous avons l'opposition non armée. Il n'a jamais dit, allons maintenant dialoguer avec l'AFCM 23, allons dialoguer avec les ADF qui tirent le peuple congolais. Il n'a jamais dit. C'est quelqu'un qui prône le dialogue. C'est pas dit, allez dialoguer avec les diables. Non, non, non. Lorsque nous dialoguons, mais sachez-le qu'il faut qu'il y ait aussi pression militaire. Parce que nous devons conquérir toutes nos villes qu'on a récupérées. Votre leader est également taxé de tous les maux, tous ces derniers temps, qui soutenait en tout cas les gens qui sont en train d'agresser la République démocratique du Congo. D'ailleurs, qu'il s'était rendu en Afrique du Sud avant même le congrès de l'Union sacrée pour participer à la conférence de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Qu'est-ce que vous en dites exactement? C'est tout simplement un acharnement. Le président national n'a jamais fait l'Afrique du Sud. Pour preuve, il a assisté au congrès. Il était ici à Kinshasa. Vous savez, ces derniers temps, nous sommes... Il est rentré suite à non, c'est faux. Le président de l'Assemblée nationale, c'est la deuxième personnalité du pays. Pour sortir du pays, il faut qu'il y ait l'aval du chef de l'État. Il ne peut pas un matin se réveiller, prendre l'avion, aller quelque part, sans l'accord de la présidence. Ça, c'est de un. De deux, mais qu'est-ce que nous n'attendons pas sur Vital Kamerhe? Quand il dit quelque chose, il y a un groupe de gens malfaisants, qu'on appelle des flatteurs. Nous devons savoir, le premier partenaire du chef de l'État, c'est Vital Kamerhe. En 2018, attendez. On n'est pas là. Attendez. Restons dans les sujets. Il faut que j'arrive là-bas. Pour que les gens comprennent, les gens qui nous suivent. En 2018, il n'y avait que deux partis politiques. L'INC et l'UDPS. Et nous avons gagné le pouvoir. En 2023, on s'est mis ensemble et nous avons aussi gagné le pouvoir. C'est qui est une bonne chose. Mais nous sommes les précurseurs de cette histoire. Vital Kamerhe aime le chef de l'État. C'est pour cela qu'il dit des choses en faveur du chef de l'État. Quand il dit, il a proposé qu'il y ait dialogue. Le chef de l'État, il réfléchit sur ça. Il a dit, il y a dialogue, mais moi, je fixe des limites. Vital Kamerhe n'a pas fixé, mais lui, je fixe des limites en tant que chef de l'État. On ne comprend pas pourquoi cet acharnement sur le président Vital Kamerhe. Parfois, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils veulent de lui? Il est le premier partenaire du chef de l'État. Voilà, merci. Alors, on va conclure le premier sujet pour qu'on prenne le second. Vous avez une minute en tout cas pour la conclusion. Bien, merci beaucoup. Mais néanmoins, je pense que le chef de l'État, c'est le garant du bon fonctionnement des institutions et c'est celui qui engage notre pays en premier. Donc, étant donné qu'il est encore à court de son mandat, il doit finir logiquement en 2028. Ok? Et donc, il sera peu réfléchi de demander à ce que l'on fasse un dialogue sans que lui ne donne les lignes de conduite. Parce qu'il est encore en cours de mandat. Peut-être qu'il pourra se fragiliser lorsqu'il arrivera à faire un mandat. Mais pendant qu'il est encore en cours de mandat, c'est lui qui doit donner les lignes de conduite et tout ce qui sera fait, même la feuille de route et éventuellement, ça c'est encore définir les textes, les job descriptions de chacun. Les termes de référence aussi. Même les termes de référence émaneraient de lui. Donc, moi je pense que les vrais Congolais, quand je dis vrais Congolais, ce sont des Congolais qui ont de mains pires et qui ne se sont pas compromis en vendant le pays ou en cédant à ce qui est Machiavel. Merci beaucoup. Yves Paul a également une minute pour conclure ce premier sujet. Oui. Mais il y a une personne qui a écrit sur les réseaux sociaux, je lis. Je voudrais que vous puissiez réfléchir aussi avant de pouvoir conclure. Il dit, le chef de l'État ne veut pas organiser le dialogue maintenant là. Il y veut qu'on avance un tout petit peu vers la fin de son mandat et puis il acceptera le dialogue pour se permettre de glisser. Il est le chef de l'État, il est à court de son mandat.
il a été élu par les Congolais à 73%. Donc, il a les quitis. C'est à lui de se décider. Si se décide qu'il y ait dialogue maintenant, pas de problème. Si se décide aussi qu'il y ait dialogue en 2028, parce qu'on ne peut jamais organiser... Ne le permettra pas de glisser. On ne peut pas aussi organiser des élections tant que le pays est occupé. Prenons l'exemple de l'Ukraine. Le président qui est là, Zelensky, son mandat est déjà pris fin. Mais le pays est occupé, il faut organiser les autres comment? Et vous accepterez aujourd'hui qu'il y ait élection dans ce pays ici, tandis que l'Est du pays est occupé? Que ces gens-là ne votent pas? Vous voulez nous dire que... Goma restera occupé jusqu'à... Voilà, c'est ça le souhait. Il faut qu'ils se battent pour que Goma soit vite libéré, pour qu'il y ait élection en 2028. Et pour mener là au cours de son mandat, il peut se décider quand il veut. D'ailleurs, il est souverain. Nous l'avons donné cette légitimité-là, il est légitime. Conclure alors, conclure. Pour conclure, nous les Bantous ici, nous traitons nos problèmes en dialoguant. C'est pour cela que vous êtes dans nos villages, quand il y a un problème, le chef de clan appelle tout le monde sous l'arbre, ce qu'on appelle l'arbre par l'arbre, on discute et on trouve des solutions. Mais on discute aussi pas avec n'importe qui. Parce que vous pouvez appeler le diable dans vos discussions, il vient vous détruire encore. Donc, nous souhaitons qu'il y ait dialogue, comme a dit notre président, M. Fidel Kamel, qu'il y ait dialogue, qu'il y ait l'homme de dialogue, qu'il y ait dialogue, mais pas avec n'importe qui. Voilà, dossier Stade Lumumba, on en parle dans cette émission anglais saillant en matière des infrastructures sportives. Le Stade Lumumba est le plus vieux chantier de la République démocratique du Congo, commencé par le fait Jacques Mbadou Sitou Dimavungu, paix à son âme. Le chantier du Stade Lumumba est resté ainsi, inachevé. Il y a Deonkusu qui est venu, le stade est resté comme ça. Il y a Atumatubouana qui est venu, le stade est resté ainsi. Il y a Justin Le Bamakoso, le stade est resté ainsi. Il y a Matumpa également qui a fait l'intérim, le stade est resté ainsi. Il y a Guibandou qui est venu, le stade est resté ainsi. Grâce Bilolo aujourd'hui est en train de tâtonner. Certaines personnes sont en train de dire que le stade a perdu même sa vraie forme normale. Médecin, docteur Jonas Lando, qu'est-ce que vous pensez de ces stades-là? Ce sont des faits fouillants. Quand les gens disent que le stade a perdu même son goût d'antan. Nous sommes nés à Matadi. On est nés à Matadi, natifs de cette ville. Je pense qu'il y a 14 ans passés que depuis le stade n'a pas été opérationnel. Mais aujourd'hui, lorsque vous vous y rendez, nous avons vu les images. Et nous sommes descendus sur le terrain pour palper la réalité de nos doigts. Parce que lorsqu'il y a un conflit, vous êtes juriste, lorsqu'il y a un conflit sur le terrain, qu'était là débordé mes limites, qu'est-ce que vous faites? On initie une descente sur le terrain pour en avoir le cœur net, qui a débordé, qui est entré. Nous sommes arrivés, on a palpé la réalité du doigt. Le stade Lumumba se transforme au jour le lendemain. Et le Brazo, il est en train de récupérer son image. Les poteaux de l'éclairage public proche du terrain, à quelques centimètres du terrain, c'est mettre les joueurs, les athlètes en insécurité. Non. Moi, j'ai suivi le technicien qui dira on va mettre une certaine forme de protège. Que même si un joueur y dépassé, il ne peut jamais avoir ni traumatisme, ni fracture, loin encore, moindre choc. Ni même égratignure. C'était dit. Là, c'est un faux problème. Mais lorsqu'on veut noyer son chien, on l'accuse des races. Évoluons. Parce qu'il y a eu, en date du 26 août, le gouverneur de province, avec une volonté parfaite, a réuni au 4e niveau une réunion irrégulièrement convoquée et qui, dont les parties prenantes, il y a eu des gens de sport, des clubs, et ainsi de suite, les chefs de division de sport, il y a eu plusieurs personnes. Même beaucoup de gens ont pris part. Et les deux entreprises? Pardon? Les deux entreprises? Oui, Sodimat et le gouvernement. Ils ont travaillé là-dessus. Et quelles sont les conclusions qui en découlent? Sur la somme totale de 9 825 000 $, déjà reçue par la somme qui devait te donner, la somme reçue est de 7 185 000 $. Donc, c'est pour dire que ce qui a été livré, c'est déjà plus de 80%. C'est déjà, on a déjà autour de 80% pour que le stade finisse. Et la mission accordée à Sodimas, c'est ce travail de finissage qu'il est en train de faire. C'est ainsi, vous avez vu les images, il y a eu des députés qui étaient tellement épris de la passion du foot et de la population. Il y a eu un peu de petits échanges qui se sont passés au niveau du stade. Alors, si je fais la différence, c'est que l'autorité a parlé avec un ton ferme. Pas des députés, un député. Un député, oui. Un député, oui. Parce qu'il a le souci de sa population. C'est comme ça que vous encouragez ça?
Non, moi je n'encourage pas. J'ai dit, j'ai vu sur les Quand vous images. avez dit que parce qu'il a le souci, c'est comme ça qu'il s'est permis de faire ça. Non, c'est-à-dire ayant les soucis de voir ce stade finir, mais néanmoins, il faudra qu'il ramène l'affaire au niveau de l'hémicycle pour qu'ils en parlent, ok? De manière apaisée et calme. Mais je n'ai pas encouragé. Mais avec un ton ferme, le gouverneur de province a demandé à Sodimas de rendre, Sodimas Congo, de rendre ces stades, donc terminés en 3 mois. Merci. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire. Rendre ces stades en déjà 3 mois. Nous sommes au mois de... Donc mieux vaut la fin de septembre. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est-à-dire, il y a la continuité du pouvoir. Beaucoup de gens, vous avez... quelle est la part du gouverneur Grace Bilolo dans la construction de ces stades jusqu'à preuve du contraire? Oh, mais non, c'est celui qui est gouverneur, non? Oui. C'est le centre ma question, elle est simple. Oui. Quelle est sa part de contribution jusque-là, sur le plan financier? Oh, mais enfin, ma foi, Seigneur, mais bon sang. Mais est-ce que, lorsqu'on vous demande de superviser un fait, même si vous n'allouez pas les fonds, c'est-à-dire, lorsque ce stade finira, il va être baptisé à... Ce sont des prétentions, mais les questions m'appartiennent, les réponses sont les vôtres. Il serait bien que vous puissiez me répondre simplement. Sa part sur le plan financier, depuis qu'il est au pouvoir. En tant que gouverneur de province, pour le stade Lumumba. En tant que gouverneur de province, ce qui est en train d'être fait, je ne voudrais pas m'ériger ici en termes de porte-parole du gouvernement. C'est l'impression que vous donnez. Non, je ne suis pas porte-parole du gouvernement et non loin le communicateur du gouverneur. Ok, ma question est simple. Je donne les résultats selon la réunion tenue par l'autorité provinciale. Sur le plan financier, je parle le plan sur financier. Le plan financier, je ne voudrais pas entrer là-bas parce que je ne suis pas conseiller financier du gouverneur. Je ne suis pas venu me représenter en tant que... Donc l'actuel gouvernement provincial a-t-il ajouté quelque chose sur le... Je ne voudrais pas entrer dans ce terrain-là. Mais pourquoi vous le louez? C'est à cause de cette réunion-là? Non, je le loue parce que... Je le loue, oui. C'est bon. C'est bon. Je le loue parce que c'est une intelligence. Pour aborder une question de ce genre, il faudra que l'autorité s'imprègne de la situation. Parce qu'il est le centre rythmogène par rapport au suivi des travaux en tant que l'autorité provinciale. Il a convoqué la réunion, il a mis toutes les parties prenantes parce qu'il y a une délégation qui vient de Kiel. Cette question me donne le courage également de revenir vers vous. Aujourd'hui, le parachèvement du stade Patrice Emery Lumumba, Dr Jonas dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous pensez qu'il faudrait mettre le parachèvement de tes stades, ou la construction des stades, dans l'actif de l'actuel gouvernement provincial? Écoutez, la façon dont vous avez abordé la question, c'est compliqué. Écoutez, que je vous réponde clairement. D'abord, je tiens à féliciter le gouverneur de province. Nous savons, depuis son arrivée, nous voyons les choses bouger au niveau du stade. Parce qu'à l'époque où il y avait d'autres gouverneurs qui ont aussi apporté quelque chose, je ne dis pas qu'ils n'ont rien apporté. Ces gouverneurs, que ce soit Guy Ban, Justin Lombe, les autres, tout cela, ils ont apporté quelque chose. Mais vous ne comprenez pas ma question. S'il vous plaît, je vais relancer. Ma question, elle est simple. Il a apporté quelque chose, oui. Mais je veux que la population matadienne, la population du Congo central puisse savoir que l'actuel gouvernement provincial dirigé par le gouverneur Grace Bilolo a apporté telle chose. Puisque, en ce que je sache, on a relancé ces travaux du stade Lumumba sur demande de l'Assemblée provinciale qui avait invité les 2 entreprises à l'Assemblée provinciale, Sodimas et Mango. Ils ont été auditionnés et un moratoire a été donné de telle enseigne que ces 2 entreprises puissent parachever les travaux. Et aujourd'hui, vous louez le gouvernement provincial. Nous, on voudrait également connaître la part de ce gouvernement provincial jusqu'à preuve du contraire. Puisque si c'est seulement pour l'état d'avancement de ces travaux, je vous rappelle ici que ces 2 entreprises ont été invitées à l'Assemblée provinciale par les députés provinciaux. C'est ce qui est vrai. Alors, je vous renvoie. Le gouvernement provincial, c'est l'exécutif. Posez cette question-là au communicateur du gouverneur parce qu'il maîtrise les chiffres. Mais pourquoi vous les louez? Moi, je les loue parce que je vois ce qui est fait. Même ça, c'est pas lui, mais vous louez quand même. C'est lui qui est le gouverneur, c'est lui l'autorité provinciale, c'est lui, c'est grâce à ses efforts. Il a lancé ce dynamisme-là pour que les stades puissent avancer. L'Assemblée provinciale. Écoutez-moi, l'Assemblée provinciale est législative, c'est lui qui est à l'exécutif. Les chiffres, il faut poser la question communicateur au porte-parole du gouvernement. Mais ce qui est vrai, moi je dis par rapport à ce que je vois, je me suis rendu compte que depuis qu'il est là, les travaux du stade avancent. Quand c'est le bien, il faut dire que c'est le bien. Quand c'est le mal, il faut le mal. Nous ne faisons plus la politique. Écoutez-moi, M. Jean, écoutez-moi. Nous ne faisons plus la politique de la haine, la politique de suspicion. Non. Les choses sont claires. Depuis que
Grâce Bilolo est là comme gouverneur, nous avons vu les stades et les travaux avancent. Maintenant, je me suis rendu compte que ce sont les structures qui travaillent là-bas, les sociétés qui ont gagné le marché. Ce sont eux les problèmes. Parce que j'ai suivi mon co-débatteur dire ici, ils ont reçu presque les 80% de financement. Or, parmi les accords qu'ils ont signés, lorsqu'ils reçoivent 80% du financement, le reste leur sera donné à la fin des travaux. Donc, lorsqu'ils vont terminer les stades, lorsqu'ils vont remettre les clés, à ce moment-là, on prend le peu qui est resté, on leur donne. C'est ce qui est prévu. Mais malheureusement, ces sociétés-là, comme ici, stade, copent Nabango, prendre de l'argent et puis le bouffer. Et puis autre chose, je pose la question, ces ingénieurs-là qui travaillent dans ces structures-là, ces ingénieurs-là, moi je me pose des questions. Prendre ces poteaux de lumière, mettre, ça c'est un problème sérieux. Je ne sais même pas. Mon co-débatteur a dit, ils vont mettre des garde-fous. Mais ça ne se fait pas comme ça. Les poteaux sont toujours en dehors du stade. Parce que ça va créer des incidents là-bas. Alors là, c'est aussi la faute du gouverneur. C'est le gouverneur qui leur a dit, bon, tu as apporté la catégorie, il y a terrain. Non, c'est pas le gouverneur. Non, moi j'apprécie ce que le gouverneur fait. Je me rends compte en tant que matadien, je me rends compte que les travaux avancent. Je me rends compte que dans 3 mois, on va nous livrer les stades. Moi, je suis un politicien. Ce sont mes électeurs qui vont se réjouir là-bas. C'est ma famille qui va se réjouir là-bas. Merci. Voilà. En tout cas, très chers fidèles téléspectateurs, vous nous suivez. Nous sommes en train d'aborder la question du stade Patrice Emery Lumumba. Personne n'est contre le gouverneur. Personne n'est pour le gouverneur. Nous sommes là en train de réfléchir, en train d'analyser sur cette question. Mais des invités sont en train de louer les efforts du gouvernement provincial dirigé par Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. Ils sont en train de louer Grace Bilolo sur la construction du stade Patrice Emery Lumumba. J'ai réfléchi, j'ai été sidéré, j'ai réfléchi de pouvoir poser la question. Pourquoi le gouvernement Grace Bilolo est en train d'être loué? Pourquoi Grace Bilolo est en train d'être loué? Je rappelle ici que le matériel utilisé pour la construction du stade Lumumba aujourd'hui, ce sont des matériels qui ont été achetés par les anciens gouvernements, notamment Jacques Mbadou, ainsi de suite, la pelouse synthétique et autres, ont été achetés sous l'époque des anciens gouverneurs. Et aujourd'hui, ces travaux ont été relancés. Je rappelle ici que c'est grâce à l'implication de l'Assemblée provinciale qui avait eu l'initiative de pouvoir inviter les 2 entreprises exécutantes du stade Lumumba, je cite Sodimas et Mango. Les 2, ils étaient à l'Assemblée provinciale. Moi, étant journaliste, personnellement, j'ai eu à couvrir cette plénière-là. Nous les avons suivis. À la fin, l'Assemblée provinciale a eu à faire des recommandations. Parmi ces recommandations, ils ont donné 9 mois à ces 2 entreprises de pouvoir finir ces chantiers du stade Lumumba et offrir aux Matadiens un stade de qualité, de niveau. Les 2 entreprises ont accepté. Ils se sont livrés au travail. Et aujourd'hui, nous avons vu comment les travaux ont avancé au niveau du stade Lumumba. Je suis sidéré de voir mes invités louer le gouvernement provincial et le gouverneur de province Grace Bilolo. Et moi, je vais aider mes invités ici, plutôt mes téléspectateurs, à travers vous, qu'ils puissent comprendre quel est cet apport qui vous pousse à louer le travail du gouverneur. Ok. Ma question est simple en tout cas. Merci. La volonté je ne fais pas de vous porte-parole du gouverneur, non, je rappelle. Merci. La volonté qui me pousse out à Brito, donc tel que je suis in loco. Oui. C'est cette volonté politique de son excellence, monsieur le gouverneur. Manifestée par quoi? Écoutez. Cette volonté politique. Soyez limpide, laissez-moi le temps. Allez-y. Les députés provinciaux sont à la légiférer. Ils sont en train de légiférer. C'est la législative. Celui qui exécute, qui a l'exécutif, c'est le gouverneur de province. Ok? Mais cependant, que l'organe délibérant prend la décision, comme vous l'avez dit jadis. Maintenant, la personne qui est en train de suivre l'exécution du travail, c'est le gouverneur grâce à quoi? Donc c'est pour cette suivi que vous le louez. Ce suivi-là, son implication. Parce que je le vois à tout moment, je vois ce ministre, mais c'est son excellence Jacques Condé-Mombo, je crois. À tout moment au stade, suivre l'évolution de ce travail-là. Et donc, si vous avez dit que ce stade a fait 14 ans, il y a eu plusieurs gouverneurs que vous avez cités, ils étaient là. Les matériels dont vous citez étaient là, mais encastrés, sous la fumée. Mais aujourd'hui, ces matériels sont sortis et nous les voyons à l'œuvre exécutoire
Pourquoi ne pas clamer? Alors, qu'est-ce qui viendra dans les 3 mois dont le gouverneur a donné, ce moratoire de 3 mois, que le gouverneur a donné à l'entreprise Soudimas de pouvoir finir avec les travaux de finissage? Si rien n'est fait dans les 3 mois, quelles sont les conséquences? Non, mais ils vont tirer les conséquences des droits qui en découleraient. Parce qu'on les a donnés. Nous ne serons pas dans l'impasse. L'autorité a trouvé que la somme d'argent qui leur avait été donnée pouvait déjà permettre que l'on arrive à prendre le terrain et livrer aux matadiens. Mais ils doivent maintenant renforcer la main-d'œuvre. C'est-à-dire, hein, ce n'est pas, on ne se retrouve pas dans un stade comme ça, où qui demande une main-d'œuvre abondante et qu'on n'en ait que 2, 3 qui travaillent. Ça va donner une certaine lenteur et les choses vont retarder. Donc le gouverneur en parlait de 3 mois. Je ne pense pas qu'il était maniaque. Dans les 3 mois, la toiture sera aussi posée dans les 3 mois. Mais parfaire, terminer, on dit l'œuvre et rendre. Mon co-débatteur a dit. Merci. Vous êtes technicien, il confirme que dans les 3 mois, il y a également la toiture qui sera posée. Je ne suis pas technicien. D'abord, je suis pas toiture. Attends, je ne suis pas technicien en construction. Là, tu dois le savoir. Mais vous êtes technicien. Vous êtes technicien. Quand je vois la maquette, je sais là où tu vas en venir. Quand je vois la maquette, il y a. Comment vous êtes trop pressé? Même ma question, je n'ai pas encore fini. Je sais là où tu vas en venir. Donc, quand je vois la maquette du stade, je vois il y a la toiture. Très bien. Donc, fin de travaux, nous devons voir la toiture. C'est comme ça que cette question elle est ouverte pour qu'on termine ce sujet. Comment ça va se faire, d'autant plus que la pelouse a été déjà posée? C'est un travail de plus qui va s'ajouter. Il faut décaper cette pelouse et puis poser la toiture. Il y aura des engins qui doivent entrer au stade pour poser cette toiture. Dans les 3 mois, comment ça va se faire? Déjà poser, décaper, encore reposer, encore de la toiture. La question est ouverte. À vous deux. Je commence par vous. Moi, je te réponds. Allez poser la question aux techniciens qui sont là. Ils savent ce qu'ils font. Ce n'est pas leur premier ouvrage. Ils savent ce qu'ils font. Ils sont expérimentés. Ils feront quelque chose. Nous, étant intellectuels, on est en train de réfléchir. Nous voyons comment les constructions font. Nous ne voulons pas mettre la charrue devant le bœuf. Attendons la fin. Parce que nous allons voir ce qui seront faits. Parce que, étant donné qu'ils ont commencé par placer la pelouse synthétique, c'est qu'ils savent ce qu'ils font. Ils vont mettre. Ils ne vont pas décaper. On ne va pas décaper. Peut-être qu'il y aura un dispositif qui sera pris. On met un dispositif, les gens montent. En tout cas, ça n'a pas existé. Ça n'a jamais existé, ce genre de dispositif. Ok. Non. Voilà, on va prendre notre dernier sujet. Pendant quelques minutes pour finir cette émission, vous avez une minute à chacun pour émettre votre point de vue par rapport à cette question. Le gouvernement Bilolodé, qu'est-ce qu'on peut attendre? D'abord, est-ce que c'était nécessaire de pouvoir procéder au réaménagement de ce gouvernement? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Il était impérieux. Pourquoi? Très nécessaire de pouvoir changer pour qu'on donne cette fourchette de Bilolo 2 par le simple fait que le ministère de l'Intérieur provincial il y avait une vacuité. Seulement pour ça? Non, laisse-moi le temps. Vous pensez, ce n'est pas de votre faute, je ne vous mets pas contre le mur et je ne vous agrippe pas non plus parce que c'est vous qui êtes les journalistes que nous recevez. Mais vous savez que le problème qui est en train de sévir dans notre province, on ne peut pas travailler dès lors que le ministère provincial de l'Intérieur, qui est censé, au premier, garder la sécurité de la province. Il y avait une vacuité. Et ce poste a été légué à son Excellence, Monsieur le ministre Edouard Samba, qui a fait l'intérim, je crois, de 7 à 8 mois. 7, si j'ai bonne mémoire, en tout cas 7 mois. Si ma mémoire ne me trahit pas, je ne voudrais pas prostituer ma pensée. Mais il a travaillé pendant 7 mois. Alors, au-delà de ces 7 mois, mais quid, il était quand même normatif que l'on remplace acquis des droits au poste. Une question de relance. Ok. Mais pourquoi ne pas seulement nommer un ministre à ce poste-là? Il faudrait nécessairement procéder au réaménagement. Quelle est cette importance de ces réaménagements du gouvernement alors qu'il n'y avait qu'un seul poste qui était vacant? Et la personne qu'on a placée à ce poste-là n'occupait aucun poste dans ce gouvernement. Il est venu dehors, il est entré dans le gouvernement. Pourquoi ne pas les prendre pour les nommer directement? Mais il faudrait procéder au réaménagement. Quelle est l'importance de ces réaménagements? Vous savez qu'il y a un des ministres de Kimvou là? Non. Hein? Pas un ministre. Il y avait. Qui a fait quoi? Le Kimvou a manqué un ministère. Quand vous savez, hein, c'est bien de critiquer par moment. Mais lorsque vous êtes sur terrain, vous allez entendre certaines tractations. Non, mais personne n'est critique. Personne n'est critique. Ah bon? Vous le croyez? Personne n'est critique. Vous le croyez? Non, sur ce plateau. Okay. Sur ce plateau. Non, pas sur le plateau. Okay. Nous sommes en train de faire, nous faisons un décryptage. Okay. Nous émettons des idées. Okay. Vous savez par le simple fait que Mbanzangungu avait perdu son poste de ministre de l'Intérieur, il y avait des couacs. Sérieux, même sur les réseaux sociaux, mon co-débatteur. Et l'autorité devait y pencher. Il a mis un ministre
et qui est excellemment des pères et des mères au jeunes de Mbanzango. Merci. Okay. Alors, M. Yves, pourquoi ces réaménagements et que peut-on attendre de ce gouvernement? Ces réaménagements étaient nécessaires parce qu'on s'est rendu compte que le gouverneur travaillait presque seul. Il était seul en mouvement, il n'y avait que lui. Les autres presque ne faisaient presque rien. C'était normal. Mais c'est là qui le faisaient pratiquement rien. Ce sont eux qui sont encore revenus dans ce gouvernement. Une seule personne est partie. Non, écoutez, c'est pas une seule personne. Il y a au niveau du ministère de Jeunesse et Sport, on a placé quelqu'un d'autre là-bas. Oui. Au niveau du ministère de, comment on appelle ça, porte-parole du gouvernement, on a placé quelqu'un d'autre ici. On a placé 3 ministres. 3 nouveaux qui sont là. 3 nouveaux, oui. C'était nécessaire. Alors, tu nous poses la question de savoir si c'était nécessaire. Ce sont les 3 là qui ne faisaient rien. Attendez, tu nous poses la question si c'était nécessaire. Au niveau du gouvernement national, il y a eu presque la même chose. Non, là, tu ne poses pas la question. Si c'est là, écoutez-moi. On en a parlé. Je dois parler du gouvernement provincial. Écoutez-moi, laissez-moi parler. Mais quand seulement c'est la province du Congo central où ça pose problème, c'était nécessaire qu'il y ait réaménagement du coup, parce que le gouverneur voit sa vision. Quand il se rend compte qu'il y a un peu de dérapage par rapport à sa vision, il est libre. Alors qu'est-ce qu'il faut attendre de ce gouvernement? Il faut attendre que ce gouvernement travaille, parce que je me rends compte que dans ce gouvernement, il y a quand même des travailleurs, tels que le ministre provincial des infrastructures, tel que celui de la justice, même le nouveau récemment nommé, ce sont des travailleurs. On verra l'amélioration. Voilà, merci beaucoup. Vous avez dit qu'il y a eu réaménagement parce que Kimvula manquait un ministère. Et c'est comme ça que parmi les causes qui ont fait que le gouvernement puisse réaménager. Et aujourd'hui, Matadi n'a pas de représentants dans le gouvernement. Mutatis mutandis, il ne sera pas tout à fait rationnel que de satisfaire tout le monde. Il va encore remanier après une année. Attendez. Lorsque la question vous... Parce qu'on n'a pas le droit de vous poser la question, mais nous réfléchissons. Lorsque Kinshasa vient de remplacer au niveau du ministère de la Jeunesse la seule fille. Plus, il y avait, je n'appelle pas ça remaniement. Moi, j'appelle ça réaménagement. C'était réaménagement parce que il y avait des postes vacants et cette vacuité ne pouvait pas perdurer. Il fallait mettre quelque chose. L'excellence, mais c'est le gouverneur de province, a jugé utile. A résolu un problème en créant un autre problème. Il n'a pas créé un problème. Mais il a donné Kimvula un ministère, Matadi en avait déjà, il a retiré le ministère de Matadi, il a donné à une autre personne, Matadi n'a plus de représentants. C'est comme ça que je dis, c'est un problème qui a été résolu. Apaisez-vous s'il vous plaît. Attendez, le problème par rapport à Matadi, si nous prenons monsieur Kiakokwa, Thomas Mundele. Mais vous pensez que le pouvoir est rotatoire? Quand vous avez travaillé, on doit avoir le temps de vous demander de vous reposer aussi. Parce que ne parlons pas des personnes, parlons de... Non, il n'y a pas de... C'est un exemple que j'ai dit. Non, je cite, c'est un vieux sur qui j'ai beaucoup d'estime. Il a brigué le poste de ministre des Sports, c'est pas tout ça. Mais après un moment, il a été jugé utile par l'autorité qu'il soit mis de côté pour remplacer quelqu'un d'autre. Voilà, merci. Alors, vous avez 30 secondes à chacun. Voilà, je dois répondre. Vous n'avez pas encore la parole. Écoutez, je dois répondre par rapport à cette question. Écoutez, selon la Constitution, les lois cadres disent clairement que non, un gouverneur provincial doit avoir que 10 ministres. Le Congo central a 10 territoires. Ok. Ce n'est que normal qu'il y ait 10 ministres, chaque ministre représentant un territoire. Ce n'est que normal. La ville de Matadi avait géré pendant presque une année, par parler de Thomas Mundele. Maintenant, les sources Kimvula aussi doit avoir un ministre. C'est rotatoire. Le gouverneur a placé un ministre ressortissant. C'est un député élu de Kimvula. Très bien. C'est normal. Si on s'est décidé aujourd'hui que le gouvernement provincial devrait avoir, par exemple, 12 ou 13 ministres, sachez que Boma sera représenté. Sachez que Mathieu sera représenté. Très bien. À l'époque, il y avait cette histoire, on a essayé de contourner cette histoire. Il y avait des commissariats. Oui, il y avait des commissaires. Maintenant, cette fois-ci, ça a été interdit. Merci beaucoup. Merci. Vous avez 30 secondes aussi pour conclure. Merci. Donc, nous pensons croire que le travail prometteur qu'Abba, son excellence, mais c'est le gouverneur de province pour chercher la cohésion provinciale, pourra faire en sorte que les ministres qui venaient d'être confirmés à nouveau puissent avoir un centre rythmogène de pouvoir travailler et donner à la population matadienne ou du Congo central en général un travail impeccable et de titan. De ne pas dormir sur l'oreiller, mais de se mettre au travail.
C'est pour ça qu'ils ont été nommés. J'ai dit, j'ai dit conteneur, merci. Je suis en train de dire, je cite. Merci. Messieurs et dames, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Angle saillant sur Ecopolis RTV. Nous avons abordé 3 sujets avec mes 2 invités. Les dialogues, puis les dialogues en République démocratique du Congo, dossier Stade Lumumba, mais aussi le gouvernement Bilolodé. Que devrions-nous attendre de ce gouvernement? Alors pour ces 3 sujets, j'avais invité pour vous le docteur Jonas Landou. Il est analyste politique. Merci d'être venu. Merci. Et j'ai aussi reçu ingénieur Yves Paula au cadre de l'INC, analyste politique. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir. Merci.